Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, c'est le code d'entrée, 555 et le code pour sortir, 730, ça fait 5h55 et 7h30 minutes mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Oui, je suis Charlie et ces dames, ces drôles de dames autour de moi, je suis très heureux, très comblé ce matin. À ma gauche donc à votre droite Nessim Dri, à ma droite donc à votre gauche Fatim DJ. Allez. Bonjour Nessie. Bonjour Marco, vous êtes vraiment Charlie, je dirais peut-être le prince Charles, parce que là vous êtes en... vous avez un look England. Alors, pour tous ceux qui veulent passer une excellente journée, enrichissante, vous êtes sur la meilleure station. Ne zappez pas parce qu'on a beaucoup, alors là, beaucoup de choses intéressantes à vous proposer aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Tout à fait, avec bien sûr en ligne de mire, le Money Time de cette émission. On aura aux alentours de 7 h, on va parler des grands-parents. Oui, l'importance des grands-parents dans l'éducation des enfants, comment ça se passe, leur rapport avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Ce sera l'affaire de Bernadette Assou-Nguessan. On aura des reportages, on aura beaucoup de choses. Et oui, Cédric Lombardo sera avec nous. Aujourd'hui, vous voyez, je ne me suis pas trompée, j'ai pas dit Patrick. Il sera avec nous, on va parler d'écologie et certaines expressions vont passer au peigne fin, notamment après que Kelliem envoyé apporter au week-end. Quelle est la meilleure expression à utiliser dans notre quotidien? Notre coach, notre professeur sera avec nous. Donc parlons français, l'information sera au rendez-vous. Marco l'a dit, il y aura des reportages, le JT, la titrologie et la revue de presse avec Fatim DJ, la go de... J'ai oublié son village. Taïragoué, voilà. La go de Taïragoué, elle est avec nous pour la titrologie qui démarre maintenant. Et oui, tout arrive un jour. J'ai été promue et me voici donc sur cette jolie table tant convoitée. C'est provisoire, c'est pas définitif. Ouais, malheureusement, voilà. Allez, on va démarrer avec Fraternité Matin qui titre « Réhabilitation et équipement des hôpitaux publics ». Le gouvernement débloque donc 577 milliards de francs CFA. Et au sujet de la crise à la FIF, eh bien, 4 nouveaux clubs quittent la dissidence. Le Patriote maintenant va apparaître à vos écrans, affiche les mots de Joël Nguessan, vice-président du RDR. Il nous dit que le PDCI oublie qu'il est déjà au pouvoir. Et on retrouve aussi les mots du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Nous devrons bâtir une armée moderne et modèle. On va passer maintenant à la une de Soir Info, qui s'intéresse aux élections municipales, régionales, sénatoriales et titre « Candidat, il n'y aura pas d'élection en avril ». Voici ce qui est prévu. Et on voit aussi que Lida Kouassi, c'est la une, peut bien réapparaître à l'écran. Voilà, donc fait des révélations. On va poursuivre maintenant avec le nouveau réveil, qui aussi évoque les élections 2018 et titre « Non, la CEI ne changera pas du tout ». Le journal propose aussi le chronogramme de ces élections à venir. À la une maintenant de l'intelligent d'Abidjan, les vérités du DG des impôts sur l'annexe fiscale 2018. On parle aussi de la FIF et vous voyez à l'écran le nom des clubs donc, qui ont quitté la dissidence. Et on va finir cette titrologie avec Notre Voix, le journal de l'opposition, qui titre « Emploi des jeunes, le ministre Sidi Touré attaque Didier Drogba ». Je vous rassure, c'est juste au sujet de la publicité pour une boisson alcoolisée. Et au sujet maintenant du procès de Gbagbo et Blegoudé, Bensouda tire sa dernière cartouche aujourd'hui, affirme donc la couverture. Le détail de certains articles, c'est tout à l'heure. Et puis, on se retrouve à 6h45. À tout à l'heure, Fatim, et on espère qu'on aura notre insolite. On aura notre insolite. Mettez-nous un peu sur la voie. On aura quoi comme insolite aujourd'hui? Alors, l'insolite, c'est un chirurgien qui a vraiment manqué de tact. Imaginez qu'on vous opère... Non, touche du bois. Oui, quand on opère une tierce personne. On opère une tierce personne et que vous réveillez et sur vos organes... On n'en dira pas plus. Voilà. On n'en dira pas plus. Ce sera tout à l'heure dans la revue de presse avec Fatim DJ de Taïragoué, donc qui opère un coup d'état pour être sur cette table aujourd'hui, pourvu que ça dure. Merci d'être à Matin Bonheur, le rendez-vous de l'information, mais aussi et surtout du bien-être, donc de la gym.
Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. On va mettre beaucoup plus d'accent sur les jambes, donc ça va être vraiment travailler les cuisses, travailler les fesses et travailler bien sûr un tout petit peu de cardio. Donc on va voir comment ça va se passer avec mes deux championnes en arrière, n'est-ce pas? Donc quand vous êtes prêts, on va partir pour des petits échauffements. On va commencer par des petits déplacements sur le côté. On commence tranquillement, on va essayer de fléchir les genoux un tout petit peu. Une dernière de chaque côté. Excellent. Alors, on revient dans le milieu. Je vais me mettre de profil. On va emmener les mains au sol. On va éloigner jambe gauche, jambe droite. On va ramener jambe gauche, jambe droite. Et on revient. On va faire ça 2 autres fois. On descend. On éloigne les jambes. On reste en position planche. On ramène les jambes. Et on remonte. Une petite dernière. On descend. On allonge les jambes. On revient. Et on remonte. Excellent. Alors, bien réchauffé. On va partir ça. Quand vous êtes prêts, on va se placer une jambe derrière, une jambe en avant. On va partir pour ce qu'on appelle les fentes. Objectif, emmener le genou arrière proche du sol, tout doucement. 1, 2. On reste ici. On reste à ce niveau. On fait super attention à ne pas laisser les genoux dépasser les orteils. On essaye un peu plus bas encore. On veut garder le dos droit. Vous allez sentir la fesse de la jambe qui est en avant. On revient. Alors, objectif ici, on veut décoller la jambe arrière et se pencher légèrement vers l'avant. On essaye. Encore. On lève et on revient. On lève et on revient. Encore. Donc, on travaille nos abdos. On travaille l'arrière de la jambe, un tout petit peu le bas du dos. Excellent. On revient ici, jambes, fente, et on revient. Et on change. Fente, et on revient. Encore. Fente, et on revient. Encore. Une autre. On y va. Hop. Et on revient. Toujours le genou arrière qu'on veut emmener au sol. Encore. On change. Une autre. L'autre côté, on descend et on reste, comme tout à l'heure. Donc on doit avoir la jambe opposée à celle qu'on a travaillée au début, n'est-ce pas? Encore, on descend. Il faut que ça fasse mal un tout petit peu. On se concentre sur rester droit. On évite de pencher vers l'avant. Et on revient, même principe. On lève et on revient. Le genou de la jambe qui est au sol est légèrement fléchi. Et on respire. Hop, revient. Hop, on revient. Encore. Pour l'instant, l'objectif n'est pas d'aller au sol. L'objectif est de réussir à se pencher en maintenant notre équilibre. Et marcher. Alors, jambes larges. On va descendre. On va aller au sol. On descend, squat. D'ici, on avance. 1, 2, 3, 4. On reste. Et on revient. 1, 2, 3. On reste là. Et on repart. 1, 2, 3. On reste, on respire. On revient. 1, 2,
3, on reste. Et on repart. Vous allez sentir vos épaules, vous allez sentir vos jambes, on va sentir les abdos, il y a tout qui travaille. Et on revient. On reste. Une dernière, on repart. Hop. On reste. Et on revient. Excellent, marchez. Et on récupère. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal, mais c'était pour le bien. Donc je vous souhaite de passer une agréable journée et on se revoit dès demain. Merci beaucoup, Coach Kadi. Un mal pour un bien, parce que nous, les femmes, on a tendance à négliger un tout petit peu le bas du corps, alors que c'est très, très important pour avoir, par exemple, un fessier en béton, pour éliminer... Bah oui. Un fessier en béton? En béton. Vous imaginez une silhouette bien dessinée dans une robe ou dans un pantalon. Il faut travailler le bas du corps pour avoir ce résultat-là. Et les femmes, elles aiment prendre soin d'elles. Elles sont tout le temps belles, tout le temps coquettes. Mais par contre, il y a une tranche de la population féminine qui est regardée de façon... Bon, c'est normal, hein? Elles ont une teinte assez particulière, donc elles sont regardées avec beaucoup de curiosité. Il y en a qui ne comprennent pas forcément. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui les utilisent parce que ces personnes-là auraient des pouvoirs occultes, on ne sait pas. Ben voilà, c'est un reportage pour nous éclairer un tout petit peu sur le quotidien des femmes albinos. Elle n'est pas de race blanche. Elle ne s'est pas dépigmentée non plus. C'est une albinos. Et dans sa peau d'albinos, Sandrine se sent bien. Dans ma peau de femme albinos, je me sens bien, je me sens à l'aise. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Fière, mais que de difficultés. Stigmatisée, le quotidien de la femme albinos est quasiment un calvaire. C'est un regard de moquerie. Ils nous voient comme des extraterrestres, quoi. Donc, bon, quand c'est comme ça, c'est frustrant. Diplômée de grandes écoles, autant que les autres femmes, et aussi belle que celle-ci. Et pourtant, trouver l'âme sœur et bâtir sa vie conjugale est bien souvent une frustration pour elle. Les femmes albinos sont beaucoup convoitées par des curieux qui ont des préjugés sous prétexte que, bon, quand tu as une amie albinos, elle est porteur de chance. Donc, nous sommes beaucoup méfiantes. Donc, pour s'engager, vraiment, c'est très compliqué. Ils viennent pour te draguer, pour voir ce qu'ils peuvent faire avec toi, tout ça. Mais c'est pour voir ce que la femme albinos a de particulier que les autres femmes. La situation de la femme albinos dans la société ivoirienne est catastrophique. Puisque 90%, sinon 95% des femmes albinos sont en arrière. Ils viennent les utiliser. Et puis lorsqu'ils sentent que ce n'est pas la réalité et ce n'est pas ce que les gens disent, ils se débarrassent d'elles. Sexe, cheveux et ongles, souvent arrachés pour des sacrifices en Afrique. Il faut restaurer la dignité de la femme albinos. Une femme qui ne demande qu'à vivre une vie aussi heureuse que celle des autres. J'aimerais fonder un foyer. Bon. Les enfants, c'est Dieu qui les donne. Autant que Dieu me donnera. Tu peux avoir un emploi stable, mais si tu n'as pas un homme à tes côtés pour te chérir, bon, à ce côté aussi, tu peux déprimer. Tu peux te dire, ah bon, peut-être comme tu es albinos, bon, on ne t'aime pas. Frustrés et pourtant fiers, comme le sont aussi leurs parents. Il y a d'autres qui n'ont pas eu enfant. Tu n'as pas eu enfant. Tu es venu te donner albinos. Tu es content ou bien? Voilà, tu es content parce qu'elle est comme les autres. C'est seulement qu'elle n'a pas même peau que nous. Le noir, vous n'avez pas de problème. Donc ceux qui ont des préjugés, bien qui ne nous aiment pas, tant pis pour eux. Nous, la vie continue pour nous. Hein. L'albinisme est un déficit de mélanine, cette substance qui donne la coloration foncée à la peau. Les albinos ont une vision déficiente et sont exposés au cancer de la peau.
Un défaut qui expose la femme albinos aux préjugés et qui rend sa vie intime beaucoup plus compliquée. Retour sur le plateau de ce matinal après cet excellent reportage donc en immersion de Guillaume Zéré qui est notre reporter spécial à Matin Bonheur. Nous sommes le 17 janvier 2018, mesdames et messieurs. C'est une date très importante pour l'histoire de l'Afrique contemporaine avec donc nos pensées qui vont directement à un pays frère, hein, République démocratique du Congo, parce que le 17 janvier 1961 marque la disparition d'une personnalité politique vraiment iconoclaste, Patrice Emery Lumumba, qui disparaît tragiquement. Hein. On a tous une pensée pour ce grand homme de l'Afrique qu'on ne cessera jamais de regretter. Et puis aujourd'hui, c'est la fête à toutes les personnes qui se prénomment Roselyne. Roselyne, donc c'est la scène du jour. Roselyne qui fut abbesse de Celles-Roubaud en Provence, qui est morte en 1329. Coucou à toutes les Roselines. Vous en connaissez, vous, des Roselines? Oui, quand vous avez dit ce prénom, j'ai souri tout de suite parce que la nounou de ma petite fille Sakina s'appelle Roselyne. Roselyne, on vous a à l'œil. Et puis aussi, on célèbre l'anniversaire de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, c'est un personnage de la modernité, attachant, imprimeur, philanthrope, inventeur, agitateur politique. Voilà. Donc, on va revenir sur toutes ces personnes qui font avancer l'humanité, oui. Et puis, dans notre univers carcéral, est-ce que les choses avancent? Est-ce qu'il y a quand même du mieux? Retour sur un reportage qu'on n'a pas pu mettre hier par rapport à la thématique. Nous nous sommes rattrapés à la rediffusion, mais on va revenir là-dessus pour voir un peu ce qui se passe au quotidien dans l'univers carcéral de notre pays. On y va. Le visage des prisons ivoiriennes n'est pas très reluisant. En 2017, en l'espace d'un mois, on a enregistré 130 évasions. Ajoutez à cela la surpopulation carcérale, un problème majeur qui rend difficile les conditions de vie dans les prisons. La MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, avec une capacité d'accueil initiale de 800 détenus, compte aujourd'hui plus de 4500 prisonniers, même tableau dans les prisons à l'intérieur du pays. Les jeunes gens qui sont venus ont besoin d'être formés. Il faut absolument les former. Le budget alloué à la MACA concernant la nourriture, le détenu a droit à 1400 à 2400 par jour. Ce n'est pas trop respecté parce que le budget n'est pas calculé en fonction du nombre de détenus que nous avons. Mais nous faisons tout pour leur donner la nourriture. Aussi concernant nos moyens logistiques, on avait été équipés par le CNS, nos cargos sont vieillissants. J'ai déjà fait la demande, j'ai pris des factures déposées auprès de mes chefs qui sont en train de faire mettre des pieds pour nous avoir ces véhicules. Malgré ces difficultés, le directeur général de la MACA affiche son optimisme pour des prisons plus modernes et surtout respectueuses des droits de l'homme. En attendant que ces vœux se réalisent, dur pour les parents et amis lors des jours de visite. Si le rend qui va l'appeler dedans là-bas, puis il va communiquer avec lui. Il faut quelqu'un. Bon, lui maintenant, il va te dire, ah bon, il y a besoin de 1000 francs, 500 pour aller l'appeler. D'autres, maintenant, ils sont gourmands, ils veulent 1500. Alors quand c'est seulement, si tu as l'argent sur toi, puis de rentrer là-bas, tout ton argent va finir. Rentrer à la MACA, c'est une grande mafia. On m'a dit d'aller prendre un ticket à la justice. J'ai pris le ticket, je suis revenu à la MACA. Mais pour pouvoir rentrer encore, j'ai payé encore 2000 francs encore malgré le ticket pour aller appeler la personne que tu veux rendre visite encore. Il y a quelqu'un qui te dit qu'il faut payer encore de l'argent avant d'aller appeler cette personne. La personne te revient encore et te dit non, là-bas, ce n'est pas son territoire. Qu'il y a une autre personne qui est là qui dit non, que lui, il a besoin de son argent. Ça commence depuis le plateau. Même si on va chercher les tickets de visite, c'est à nous raquette. On nous prend de l'argent, 1000 francs, 500. Arrivé là-bas aussi pour s'enregistrer dans les cahiers, on nous raquette. Les gardes pénitentiaires nous raquettent 500, 1000 francs, 2000. Lorsqu'on rentre dans la prison aussi, les prisonniers sont affamés. Les prisonniers sont maltraités, ils ne sont pas bien dans les cellules, surtout les cellules. Au lieu de 15 personnes, ils sont déjà 30, 40. Mardi, mercredi, vendredi et samedi sont les jours consacrés aux visites à la MACA et les problèmes dénoncés par les visiteurs sont réels. Les détenus sortent de leur cellule très tôt. Pas dire de 7 heures à l'ouverture, c'est un champ de cellules. Donc, lorsque le parent vient avec le permis de visite,
le numéro de la cellule. Quand on va en cellule, pour le retrouver, c'est un peu difficile. Mais avec de bouche à oreille, on écrit les noms dans la détention, on les retrouve. J'avais une fois soumis un projet à certaines personnes pour avoir un micro, un haut-parleur dans la détention, à partir des greffes, à partir des chefs de poste. Dès qu'ils ont un billet à leur possession, ils puissent appeler ces personnes-là d'où ils se retrouveraient, peuvent entendre leur nom, puis se diriger vers les greffes, les parloirs. Des soucis d'ordre organisationnel, logistique, budget de fonctionnement insuffisant, des prisons surchargées, une dure réalité qui fait dire que la corruption est bien présente dans le milieu carcéral, en témoignent les évasions en cascade de 2017. Voilà, c'était pour nous une façon de revenir sur l'entretien qu'on a eu hier. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre et c'est sûr qu'avec ce reportage, vous avez plus ou moins une idée de ce qui se passe réellement dans nos prisons. Aujourd'hui, sur le chemin de votre matinale, j'ai assisté à une scène plus ou moins déplorable. Il y a eu un accident de la route et la victime a perdu la vie sur le coup. Et on espère que nos automobilistes vont faire beaucoup plus attention, même s'ils pensent qu'il n'y a pas suffisamment de gens sur la route, qu'ils fassent beaucoup plus attention parce qu'on ne sait jamais. Et voilà pour vous l'occasion de faire beaucoup plus attention, de savoir comment ça se passe sur nos routes. C'est le point en route. Premier tronçon qu'on va avoir maintenant avec Christelle Akoussa, qui, je le rappelle, réalise cette émission. On va aller du côté des deux plateaux, dans la commune de Cocody, sur le Latry, avec la circulation qui est assez calme à cette heure-ci de la journée. Comme l'a dit Nessie, ce n'est pas parce que nous sommes très tôt le matin qu'il faut aller vraiment à tombeau ouvert. Attention aux éléments de visibilité de vos véhicules. Et puis, il faut être attentionné comme si on était à 17 h dans un embouteillage parce qu'on ne sait jamais. Effectivement, Marco, vous l'avez dit, il faut faire très attention à vos éléments de visibilité avant de sortir de chez vous. Faire attention aux phares parce que là, il est encore un tout petit peu sombre. Il n'est pas encore totalement clair. Le soleil ne s'est pas encore levé. C'est vrai que ça circule. Nous sommes au plateau. Voilà. Au boulevard Lagunaire. Au plateau, au boulevard Lagunaire, ça circule. Donc faire très attention aux phares. Vérifier sur tout est en place sur les deux phares. Marche convenablement avant de sortir de chez vous. Troisième tronçon avec maintenant la commune de... on reste toujours au plateau, du moins à la frontière, avec le pont de Gaulle. Très belle vue là du pont de Gaulle. Le balai incessant des véhicules sur l'asphalte a commencé. Je parle sous le couvert donc de notre spécialiste en français. C'est bien, ça se dit l'asphalte. J'aime bien le mot l'asphalte. C'est joli ça. Alors Marco, avant de continuer, moi j'ai une question pour vous. Le pont de Gaulle, il fait partie de quelle commune? Le pont de Gaulle fait partie de la commune d'Abidjan. De plateau. D'Abidjan. C'est Abidjan. C'est une frontière. Ça appartient à tout le monde, à Abidjan. Et là, nous sommes à Trècheville, Trèchetown, la commune chère à notre ministre de mer, Amichia, que nous saluons respectueusement. Donc, la cité Nzassa qui se réveille tranquillement avec juste quelques véhicules. Mais ça n'a pas tardé à être bouché. Surtout ce côté-là, c'est très utilisé. Il faut faire très attention aussi. On part où? Ah, sur l'échangeur. Bah, c'est très calme, hein. Il n'y a pas encore d'échange sur l'échangeur. Bizarre, trop calme. C'est très calme ce matin. Vous avez plus ou moins une idée de ce qui se passe sur nos routes. Donc à vous de faire votre choix afin d'atteindre vos différents points de chute de la journée. Il est 6h18. Pourquoi terminer? Ah oui, on a un Guassou, comme on dit chez nous. Donc ça c'est Koumassi, avec une vue sur le château d'eau, avec la route ouverte jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et donc voilà, c'est un endroit très névralgique aussi de la commune d'Abidjan. Et on est très heureux d'avoir les informations, tous les points route tout au long de cette émission. On aura bien sûr des informations. Il faut faire attention. On a trop souvent des images d'accidents quand nous venons très tôt le matin, aux alentours de 4 h déjà. C'est dû au fait que parfois, il y a la vitesse, il y a l'état aussi des personnes. Il faut faire très attention. Notre spécialiste en français est avec nous, Madame Inao Zappé Rachel. Avec elle, aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes et des thèmes assez utilisés. Après que, Keliem, envoyer, apporter, week-end, qui a son équivalent en français. Oui. On n'a pas de jingle ou on y va directement? Bonjour. Bonjour Marco. Bonjour. Bonjour Nessie. Avec vous, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, aux expressions que l'on parle. Pas avec vous, hein, même dans la vie. Oui, dans la vie courante. Dans la vie courante, bien sûr. Ça va de soi. Donc, on va commencer avec après que. Après que. Cette locution, généralement,
lorsque les usagers de la langue l'utilisent, juste après cette locution, on a tendance à employer le subjonctif comme mode de la conjugaison. En réalité, c'est un abus. Après la locution « après que », le mode à utiliser, c'est le mode indicatif. Exemple. Exemple, nous avons, après que cette parole a été prononcée, cet homme semble ne pas être satisfait. Donc, après que cette parole ait été... Ait été, ça c'est le subjonctif. Par abus, c'est ce que nous utilisons généralement. Donc, et ce n'est pas du tout correct dans la grammaire normative. Après que cette parole a été prononcée, là, je suis au passé composé, qui est un temps du mode indicatif. D'accord. Après que cette parole a été prononcée, cet homme semble ne pas être satisfait. Mais on ne dira pas après que cette parole ait été prononcée. C'est une faute grammaticale. Donc désormais, on va demander à nos téléspectateurs de faire l'effort d'utiliser les temps du mode indicatif après la locution « après que ». Ok. Après que vous nous... Par exemple, je vais dire, après que vous nous ayez parlé de cela, nous allons suivre maintenant avec l'autre expression. Après que vous avez parlé de cet aspect. Après que vous avez parlé de cet aspect. Oui. Donc, je reprends, mesdames et messieurs, caméra 2. Après que vous avez parlé de cet aspect, nous allons aller à une autre expression. Ça semble ne pas sonner correctement dans les oreilles. Mais écoutez, c'est ce que la grammaire nous demande. Bon, après que trois points de suspension, on va aborder maintenant quelième. Voilà, l'expression quelième. Généralement, quand nos enfants viennent de l'école, il y a un classement. Tu as été quelième. On demande à l'enfant, tu as été quelième. Sakina, ou tu es quelième de ta classe. Non, je vous en prie, cette expression-là, elle n'existe nulle part. Vous allez prendre tous les dictionnaires, vous allez bêcher, vous allez fouiller, vous n'allez pas trouver cette expression. Oui. Nous sommes au quelième jour du mois. Non. Nous sommes au 40e jour de la semaine ou du mois. Quantième. Quantième, ça c'est le langage soutenu. Alors, chers parents, ne demandez plus ça à vos enfants, sinon franchement... Si vous avez envie de demander à votre enfant son rang... Quel est le rang que vous avez occupé? Quel est le rang que votre enfant a occupé? Vous lui demandez quel a été ton rang? Ou simplement, tu as été combienième? Oui. Pardon? Tu as été combienième? Tu as été combienième? Oui. Voici ce qui va avec la question qui correspond au rang, quand on veut connaître le rang. Ça va mélanger les enfants aussi. On peut dire, par exemple, vous êtes le combienième de vos parents? Oui. D'accord. Et puis, il y a, dans le langage familier, vous entendrez certaines personnes dire combienième. Ça existe, mais c'est familier. D'accord, c'est le combienième. Combienième. Oui. Combienième. Donc, désormais, je vous en prie, ce n'est pas quelième, mais c'est plutôt combienième. Je dirais, par exemple, je vais prendre une phrase pour pouvoir élucider le quantième. Je pourrais, par exemple, demander à Marco, vous avez été le quantième des nominés à votre service. Par exemple. Oui. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une injure, c'est comme ça qu'on parle. Quand on dit quantième, on ne vous insulte pas. Quand on dit combienième, c'est comme ça qu'on dit. Allez, franchement. Nous allons aller maintenant à envoyer et apporter. Envoyer et apporter. Il faudrait qu'on fasse la différence entre ces deux verbes-là pour que l'utilisation soit un peu plus correcte. On a envoyé, envoyer qui sous-entend faire partie à quelqu'un en colis. Envoyer. Ça, c'est envoyer. Ou faire partie quelqu'un vers une destination. Ça, c'est envoyer. Ou faire se déplacer quelqu'un pour faire quelque chose. Ça, c'est envoyer. Je vais prendre un exemple. Les denrées que ce pays nous envoie sont périssables. D'accord. On va partir avec apporter. Apporter, c'est porter quelque chose à quelqu'un. Et généralement, pour apporter, le verbe à son objet, le complément d'objet du verbe là, est toujours inanimé. Donc, on ne peut pas utiliser pour le verbe apporter un objet qui est animé. Si l'objet est animé, on le réserve simplement pour le verbe envoyer. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je vais prendre pour apporter un exemple. Je vais utiliser le nom d'un de nos joueurs, émérite d'ailleurs. Drogba Didier a apporté la convivialité dans l'équipe nationale, par exemple. Voilà. Donc, il a apporté quelque chose à l'équipe. Et non, Drogba Didier a envoyé... A envoyé la convivialité. La convivialité dans l'équipe. Non.
ce n'est pas commode. Donc il faut faire attention à l'utilisation de envoyer et de apporter. Alors, on peut envoyer quelqu'un apporter une information? Oui. D'accord. Donc on envoie quelqu'un apporter une information. Quelqu'un, c'est un être animé. Animé. Voilà. D'accord. Ok, on va terminer ici avec... Avec week-end. Week-end. C'est vrai que cette expression, elle est anglaise, mais nous sommes à une chronique où on nous demande de parler français. Généralement, les mots empruntés de l'anglais, donc les anglicismes, nous avons tendance à les laisser prendre le dessus sur la langue française, ce qui n'est pas correct. Absolument. Donc moi, je voudrais que les uns et les autres fassent l'effort. Même si nous avons des mots en anglais, que nous avons empruntés à l'anglais, il faut faire l'effort d'employer les équivalents de ces mots en français pour ne pas laisser mourir la langue française. Parce que l'anglais, attention, ils ont des mots qu'ils ont empruntés à la langue française. Après le passage du roi Guillaume qui avait dans sa cour des cuisiniers français. Donc il y a des mots français qui sont passés dans la langue anglaise, mais les Anglais, ils ne font pas fi de leur langue. Ils utilisent les mots de leur langue. Ils les mettent d'ailleurs à profit. Et donc, au niveau du week-end, en français, il y a un équivalent. Le week-end en français, c'est la fin de la semaine. Fin de semaine. En français, l'équivalent, c'est la vacancelle. La vacancelle. La vacancelle. Oui. Comment ça s'écrit? V-A-N-C-E. V-A-N? Oui. V-A-N, comme vacances. V-A-N, vent. Oui. Non, V-A-C. A-N-C-E-2-L-E. La vacancelle. La vacancelle, c'est l'équivalent de week-end en français. On pourra au moins faire l'effort d'employer ce mot pour qu'il puisse revivre. Qu'est-ce qu'on fait à la vacancelle? Il va finir par se mourir. Qu'est-ce qu'on fait à la vacancelle? On va à l'intérieur. Voilà. Okay. Par exemple, je rentrerai du village cette vacancelle. Cette vacancelle. Donc cette fin de semaine. Et puis on a le thème reposailles, qui aussi représente le week-end puisque c'est un temps de repos. Donc pour le week-end, on peut utiliser le thème reposailles. Donc je vous en prie, ne faites pas fi de vos mots français. Faites l'effort d'utiliser aussi les thèmes français. Ne mettez pas vos mots français en vacancelle ni en reposailles. Utilisez les mots. Utilisez-les. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, Marco. Merci infiniment pour votre éclairage. Ça nous fait plaisir. Ça rafraîchit un peu notre esprit, surtout au niveau de notre langage. Merci. D'ici la suite de Matin Bonheur. Alors, la suite, c'est avec l'information Hamza Diaby. Il est là, prêt, mais avant, la couleur du temps avec la météo. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. L'entrée des vents humides sur les régions de la bande centrale pourrait atténuer les vents d'harmattan dans les régions de la bande centrale, ce qui pourrait favoriser la venue de la brume humide en début de matinée. Au sud, on aura un temps progressivement nuageux avec des possibilités de pluie faibles. Le nord restera relativement sec. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, Bondoukou 24 degrés, Boaké 23 degrés, il fera 24 degrés à Daloa, Dimbokro 25 degrés, la ville de Gagnoa marquera 24 degrés, le mercure affichera 23 à Korogo, 20 degrés sur la ville de Mans, 21 degrés à Odiéné, San Pedro 27 degrés, Sassandra 26 degrés, Tabou 25 degrés et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, un temps ensoleillé et humide pourrait favoriser la formation de cellules orageuses avec des possibilités de pluie, notamment dans le sud-ouest et le sud-est. Par ailleurs, la bande centrale sera partiellement nuageuse et ensoleillée et au nord, les entrées des vents humides pourraient atténuer l'effet de l'harmattan. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan comme à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, Daloa 34 degrés, 35 degrés sur la ville de Dimbokro, Gagnoa marquera 34, il fera 35 degrés à Korogo, Mans marquera 34 degrés, il fera 35 degrés à Odiéné, San Pedro 31 degrés, 30 degrés sur les villes de Sassandra et Tabou et Yamoussoukro 34 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Pour le gouvernement, l'objectif de l'annexe fiscale est clair, c'est créer les conditions d'une économie forte portée par le secteur privé à travers ces mesures fiscales. Mais dans la pratique, ces nouvelles taxes suscitent quelques grincements de dents du côté des opérateurs économiques. Quels sont les impacts de ces nouvelles taxes sur l'activité économique? Élément de réponse dans ce document signé Cheikh Koné Aboubakar. Les usagers des agences de transfert d'argent sont les premiers à payer les frais de la mesure d'institution d'une taxe sur les transactions financières. Ils devront payer désormais, en plus des frais initiaux, une taxe de 0,5% sur toutes leurs transactions. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'ils ont augmenté les frais. Et quand ils viennent, ils pensent que c'est nous-mêmes qui avons augmenté. Selon l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, ARTCI, chaque jour, le volume des transactions mobile money s'élève à 17 milliards de francs CFA. En instituant cette taxe, l'État veut engranger 85 millions de francs CFA par jour. Outre la transaction des transferts d'argent, depuis le 2 janvier dernier, une quarantaine de taxes et impôts touchent des produits et services majeurs de grande consommation. L'industrie du maquillage n'est pas en reste. Les produits de beauté et produits cosmétiques tels que les mèches, les parfums, les rajouts de cheveux sont désormais soumis à des droits d'accise. Entendez, une taxe perçue sur la consommation de certains produits. Le taux de cette taxe est fixé à 10% du prix de vente sortie usine. Les opérateurs de ce secteur se disent surpris. S'ils vendent trop, ça ne va pas nous arranger, ça ne dépasse. Ça ne nous arrange même pas. Des inquiétudes et craintes également partagées chez les distributeurs de boissons comme Lucas Assalé. J'avoue que depuis que nous avons vu cette augmentation, chacun de nous se pose la question, qu'est-ce que cette activité va devenir? Est-ce que nous allons pouvoir continuer en supportant ces taxes, ces nouvelles taxes? Et donc nos consommateurs vont subir le coût, ça c'est évident. Le taux d'accise des bières passe de 15% à 25%, soit une augmentation de 10 points. Quant aux boissons énergétiques et non alcoolisées, leur taux d'accise passe de 12% à 20%, soit un relèvement de 8 points. Nous étudions les voies et moyens pour appliquer cette nouvelle disposition, mais avouons que nous n'avons pas trouvé encore toute la solution. Nous sommes toujours à la recherche de cette solution. Plusieurs autres taxes et impôts sont prévus au titre de l'année fiscale 2018. Il s'agit entre autres du relèvement des droits d'accise sur le tabac qui passe de 35% à 38%. L'institution du prélèvement d'un taux de 7,5% sur les gains provenant des jeux du hasard. En clair, le parieur qui obtient un gain de 10 millions de francs CFA, il lui sera soustrait 750 000 francs en guise d'impôt. Mais aussi et surtout la suppression du régime du réel simplifié d'imposition qui porte désormais le seuil de l'impôt synthétique de 5 millions de francs CFA à 10 millions de francs CFA. Une mesure difficilement acceptée. Nous sommes en train de travailler pour amener nos commerçants de l'informel au formel. Mais lorsqu'on nous dit maintenant que ce qui était au chiffre d'affaires de 5 millions passe à 10 millions, ça veut dire du simple au double. Et ça va maintenir ces commerçants-là dans l'informel. Pour l'administration fiscale, l'instauration de ces nouvelles taxes se justifie. Les nouvelles taxes qui ont été introduites visent à fiscaliser certains produits dont la taxation est recommandée par le dispositif communautaire de l'UEMOA. Il y a certains secteurs qui, ayant les mêmes caractéristiques que d'autres secteurs taxés, ne supportaient pas d'impôts. C'est tout cela qui peut donner l'impression qu'il y a de nouvelles taxes qui ont été créées. Au total, le gain net des mesures contenues dans l'annexe fiscale pour l'année 2018 est évalué à 75,4 milliards de francs CFA. Ce montant est obtenu par la différence entre des recettes générées de 78,78 milliards de francs CFA et les pertes induites de 3,38 milliards de francs CFA. Un impact sur les activités économiques diversement apprécié entre l'État et le secteur privé.
Venons-en maintenant aux coopératives scolaires. Il s'agit pour certains établissements, en plus des cours dispensés, de créer des projets, notamment la culture hors sol, le tissage de pagnes baoulés, la couture, la photographie. Quel est l'intérêt pour les élèves d'appartenir à une coopérative scolaire? Quelle est la position du ministère de l'Éducation nationale? Suivant ce reportage signé Zegui Sephora et Christelle Menant. D'accord. Cet exercice, Aline et ses amis le font tous les matins. Membre de la coopérative scolaire du lycée Mami Oufouette Fété de Bingerville, elle passe encaisser la somme de 200 francs CFA aux vendeuses du marché de leur établissement. Somme qu'elles reversent ensuite à leur caisse. À la fin de la journée, nous faisons des comptes. Ce que j'aime là-dedans, c'est que ça me rend ambitieuse, moins paresseuse aussi. Et puis, ça nous permet d'acquérir plus de connaissances. Culture hors sol, élevage de poulets, couture, commerce, des activités qu'elles pratiquent dans le cadre de leur coopérative. Une coopérative scolaire est un regroupement d'adultes et d'élèves qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif. Un mix entre vie associative et coopérative. Les ressources de la coopérative scolaire proviennent du produit des activités, de dons, de subventions et de cotisations de ses membres. Les versements sont volontaires. En aucun cas, il n'est exigé des parents une participation financière. Cette organisation-là est structurée avec un tuteur de coopérative, avec des encadreurs qui sont autour de cette coopérative. La fonction première des coopératives, comme je le dis, c'est de permettre aux enfants de construire des compétences. Même engouement au lycée Jeune Fille de Yopougon. Ici, on confectionne des tissus qu'on revend sur le marché. Du batik, mais aussi de la photographie et du recyclage animent les heures consacrées à la coopérative scolaire. Les années antérieures au lycée, nous n'avions pas d'écriture sur nos tenues. Nous-mêmes, entre élèves du lycée, nous écrivions le nom de l'école sur nos tenues. Et nous remarquons que lorsque nous lavons, les écritures s'effaçaient. Alors nous avons approché nos profs d'art plastique pour qu'ils puissent nous aider à fixer la couleur. C'est de là qu'est sorti le projet du club batik. Nous recyclons des pots, des plastiques et nous les découpons. C'est fait à la main par les élèves elles-mêmes. La coopérative scolaire n'est pas réservée au cycle secondaire. Les élèves de maternelle et du primaire sont aussi concernés. Au groupe scolaire Léon Robert dans la commune de Trècheville, ils ont entre 7 et 11 ans et font du tissage de pagnes baoulées. Une activité avec ses contraintes. Nous avons un seul atelier pour 16 enfants. Donc je ne peux pas travailler avec beaucoup d'enfants. Je suis obligé de travailler avec 2 ou 1 enfant. C'est intéressant parce que demain, ça va me donner du boulot. On n'a pas beaucoup d'ateliers. On veut que le ministère nous aide, qu'on aille beaucoup d'ateliers. C'est une activité scolaire pour améliorer la qualité de vie des élèves et surtout leur donner le goût de l'entrepreneuriat dès le bas âge. Si certains parents sont contre, ce n'est pas le cas de Dame Ramata qui vient d'acheter une robe confectionnée par des élèves. À partir de ce qu'elles apprennent dans leur école, je vois le résultat à la maison. Tout se passe bien et je pense que c'est une très bonne chose, les coopératives scolaires. Je ne suis pas trop d'accord pour les coopératives, pour les élèves. Parce qu'un élève ne doit pas suivre 2 choses à la fois. Il faudrait qu'ils suivent leur cours, puisque les parents payent les études pour que les enfants deviennent quelque chose demain. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on apporte son soutien aux activités coopératives. Un geste pour permettre aux élèves de développer leur leadership. Nous formons les encadreurs à la planification des activités, à la production agro-pastorale, et puis nous faisons le suivi au quotidien pour que vraiment les choses puissent s'améliorer. En Côte d'Ivoire, la coopérative a été introduite à l'école en 1968. Après les réformes entreprises par la tutelle, elle est aujourd'hui obligatoire pour les élèves de la maternelle à la terminale. On dénombre 2502 coopératives dans le préscolaire, 16 324 au primaire et 1641 coopératives dans le secondaire. Sur les 20 467 coopératives que compte le pays, seulement 45% sont fonctionnelles.
Un mot de religion dans ce journal. La 108e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire vient de se tenir sous le thème « La cathédrale au service de la fidélité à l'Évangile ». Une conférence axée sur la formation dans la foi, la charité et l'action pastorale. C'est ce que nous dit Kwadjo Kwame, notre confrère de RTI Boaké. Dans son discours d'ouverture à cette 108e assemblée plénière, Monseigneur Ignace Bessi-Dogo a relevé l'importance de cette rencontre, instrument de communion entre les évêques. Une communauté de vues pastorale représentant la vraie richesse dans la diversité. Pour le président, la présence du nonce apostolique sent l'odeur des brebis que porte le pape affectueusement sur les épaules. Et Monseigneur Bessi de dégager les pistes de réflexion de cette conférence. Le chrétien et la franc-maçonnerie. Il s'agit de dire aux chrétiens de faire un choix à l'évangile et une fois que ce choix est fait, de rester fidèle à ce choix. Les évêques s'engagent dans une activité commune, à savoir établir un plan stratégique pour conduire toutes nos activités pendant les 5 prochaines années. Au nom du Saint-Siège, le nonce apostolique a indiqué les défis à relever pour une église catholique forte au service de la paix. La vie démocratique dans le pays. Nous devions nous interroger aussi sur le phénomène de l'immigration, de ceux qui veulent partir de la Côte d'Ivoire. La formation de nos frères et sœurs chrétiens, la formation dans la foi. Et bien sûr aussi dans la charité, c'est-à-dire dans l'action pastorale, l'action sociale. Une semaine, c'est le temps que va durer cette conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire autour du thème « La catéchèse au service de la fidélité à l'Évangile ». Un tout petit mot d'actualité internationale. C'est officiel depuis hier mardi. Oscar Pérez fait partie des personnes tuées lors de l'opération policière menée contre lui et son groupe. Lundi, cet ancien inspecteur de police était considéré comme un terroriste par les autorités vénézuéliennes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup à vous, Hamza Diaby. On vous retrouve tout à l'heure à 13h, à 10h, à 13h et à 23h. Et c'est reparti pour le marathon spécial Hamza Diaby. Marathon, vous le savez, entièrement dédié à l'info. Bon courage à vous, très chers collègues. Et puis ce matin également, mesdames et messieurs, on a une pensée pour une grande figure de la radiodiffusion télévision ivoirienne, M. Sanga Touré, rappelé à Dieu le 28 décembre dernier. Les funérailles donc ont débuté avec hier un hommage après bien sûr les traditionnelles condoléances à la famille, un hommage artistique initié donc par la radiodiffusion télévision ivoirienne en accord avec toute la famille culturelle et aussi la famille tout court. Nous sommes de tout cœur, nous rions, nous sommes très heureux sur le plateau, mais nous avons dans le fond de cœur une pensée à ce grand homme de la RTI qui a tiré sa révérence. La suite de Matin Bonheur avec dans quelques instants seulement Cédric Lombardo qui viendra nous parler environnement, sans oublier bien sûr la thématique aujourd'hui famille qui parle bien entendu du rôle des grands-parents dans l'éducation des enfants. Tout un programme, ce sera bien sûr avec Madame Bernadette Assou-Nguessan. Mais vous le savez, depuis le début de cette émission, j'ai décidé d'être baptisé Charlie et ses dames, ses grandes dames. Il y a Nessie, mais il y a maintenant Fatim Djidje de Taïragué pour la revue de presse. On commence avec l'éditorial d'Assalé Tiemoko dans L'éléphant déchaîné. Et oui, et le titre donne le ton, artifice et désillusion. Le 31 décembre 2017, à l'occasion de la célébration de la Saint-Sylvestre, un feu d'artifice a été offert au peuple de Côte d'Ivoire sous la bonté du gouverneur du district d'Abidjan. Et un feu d'artifice, comme chacun le sait, a pour objectif d'obtenir, grâce à un procédé pyrotechnique, du son, de la lumière et de la fumée, un trio que l'auteur met avec brio en parallèle avec le monde politique. Alors le son peut être la voix des dirigeants qui promettent monts et merveilles lors des campagnes électorales ou dans ces gigantesques conférences internationales qui n'ont jamais servi à rien. La lumière pourrait être ce que l'on veut nous faire voir, ce qui brille, pour bien nous faire comprendre que de nombreuses réalisations sont faites pour notre plus grand bonheur. Et la fumée, malheureusement, représente la triste réalité
c'est-à-dire de la désillusion, des sommes colossales mal utilisées, mais pas pour tout le monde, qui semblent faire partir en fumée. Et d'ailleurs, un feu d'artifice, c'est bien, par définition, ça part en fumée. Alors, on continue avec notre voix qui a mis en exergue les commerçants libanais en colère. Tout à fait. Les opérateurs économiques et commerçants libanais, eh bien, notamment les acheteurs de café cacao, ne sont pas contents de la police. L'un des opérateurs économiques libanais qui n'a pas décliné son identité déplore les différentes prises d'otages, vols et autres attaques dont ils sont victimes dans la commune de Daloa. Il a dénoncé la passivité de la police face à cette situation, je le cite. En Côte d'Ivoire, les policiers n'ont jamais de carburant pour intervenir où on les attend. À Daloa, ils sont dans les carrefours pour traquer les motocyclistes. C'est devant le tribunal de première instance de Daloa que des gangsters ont braqué un opérateur économique et ont emporté la somme de 45 millions de francs CFA. En plus, les bandits sont allés libérer leurs camarades de la prison de la préfecture. Ça fait beaucoup. La police ivoirienne est impuissante devant les cas d'insécurité, a-t-il affirmé, très en colère. Allo Police relate une affaire étrange de mort qui n'est pas mort. Et oui, vous croyez au miracle, Nessie? Eh bien, en voilà un. Ça se passe en Espagne. Gonzalo, un détenu âgé de 29 ans, a tenté de mettre fin à ses jours dans la cellule en avalant des médicaments et les gardiens l'ont découvert inanimé et ont appelé le médecin qui l'a déclaré mort. Un autre médecin l'a examiné et l'a également déclaré décédé. Le jour même, le corps sera transféré à l'Institut médical d'Oviedo. Là, un troisième médecin a validé une nouvelle fois la mort du prisonnier et a placé le cadavre dans une chambre froide. Mais alors qu'il s'apprêtait à le charcuter, eh bien, les médecins légistes ont été abasourdis de voir que le cœur d'un Gonzalo battait encore. Il était bien vivant. Il a été transporté à l'hôpital, Dieu remercie, et non au cimetière. Ses jours ne sont plus en danger, il se rétablit petit à petit. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme aurait été victime de ce qu'on appelle une catalepsie. Il s'agit d'une perte ponctuelle de la contraction volontaire des muscles. Ainsi, la personne devient semblable à une statue toute raide et figée. Et cela peut durer plusieurs heures, un phénomène rare mais possible. En Afrique, on dirait que la mort ne veut pas de lui. C'est effrayant. Hein? Oui. On imagine il y a certainement beaucoup de personnes qui ont été dans ce cas-là, mais malheureusement ont été enterrées. Vivants. Ouais. Vous imaginez? Courrier international revient sur un scandale en Italie. Eh bien, vous avez été choqué par les propos de Donald Trump, écoutez ceux-ci. Évoquant donc la question de l'immigration, le candidat de la Ligue du Nord aux élections régionales de Lombardie a invoqué la nécessité de préserver la race blanche. Avant de se raviser, parlant de lapsus, mais un lapsus, on le dit, est toujours révélateur, ses propos sont ceux d'Attilio Fontana, candidat au poste de gouverneur de la Lombardie sur la radio de son parti. Mais devant le déluge de réactions indignées, raconte Il Messaggero, Fontana a amorcé une marche arrière et affirmé que c'est un lapsus, une erreur d'expression. Je le cite, « Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut réorganiser l'accueil de sorte qu'il respecte notre histoire et notre société. » À la limite, estime la Stampa, la justification d'Attilio Fontana est encore plus intéressante que sa phrase sur la race. Le racisme est largement de retour dans notre discours quotidien, même si nous faisons bien mine de ne pas nous en apercevoir, observe l'éditorialiste, si bien qu'il est loisible à Fontana de le réduire à une simple gaffe. Et de son côté, Il Folglo tâche de laisser le bénéfice du doute à Fontana, gageant qu'il recherche à se faire connaître. Espérons que ces dérapages ne soient pas l'avant-goût d'une campagne électorale qui ne se jouerait que sur les émotions et l'exaspération. Et on finit avec la touche insolite. Ah oui, Simon Brandmal, alors vous allez voir, j'en parlais à Marcelin tout à l'heure, c'est hallucinant. Ce chirurgien ne se contentait pas de faire de la chirurgie. Il a osé apposer sa signature sur les organes. Non. Je vous assure. Et ce vendredi, il a été condamné à 1 an de travaux d'intérêt général à 10 000 livres d'amende par un tribunal de Birmingham pour avoir gravé ses initiales au laser sur le foie des patients. Non. Donc, vous voyez, il y a écrit SB. Ah non, mais c'est hallucinant. Et les 2 opérations étaient longues et difficiles. Voici ce que lui dit le juge. J'admets que lors de ces 2 occasions, vous étiez fatigué et stressé, que cela a pu affecter votre jugement. Mais votre conduite vient d'une arrogance professionnelle d'une telle ampleur qu'elle s'est égarée dans un comportement criminel. Il a reconnu les faits. On précise qu'il a fait, bien sûr, pendant que les patients étaient sous anesthésie et sans leur consentement. Et c'est quand même délirant. Comme situation, faut oser. Peut-être que vous avez des organes avec des initiales sans le savoir. Bon, ce qui est sûr, les initiales donc, de cette revue de presse, c'est FD. Fatim Djedje. Merci beaucoup, Fatim. À demain. Fatim Djedje. G.
Il y a un G? Oui, mais non, ça c'est notre chapitre. N'est-ce pas, Fatim? Ça c'est sous anesthésie et sans consentement. Merci d'être en notre compagnie à Matin Bonheur. La suite avec maintenant Monsieur Cédric Lombardo, le monsieur environnement de notre matinale. Avec lui, on va évoquer un thème assez intéressant, arbres et protection de l'environnement. Bonjour Cédric. Bonjour Marcelin. Bonjour Cédric. Dites-nous tout. Aujourd'hui, on a essayé de travailler sur le rôle de l'arbre. C'est vrai qu'on passe notre temps à embêter les gens en disant ne coupez pas les arbres, ne coupez pas les arbres. Mais en fait, le but de la chronique d'aujourd'hui, c'est de démontrer l'importance de l'arbre dans l'écosystème, dans la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Donc on a préparé une petite animation qu'on va commenter à l'écran et elle est organisée en 3 parties. Premièrement, l'arbre, c'est l'autoroute de la pluie. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce sont les arbres qui nous apportent la pluie, grâce bien sûr à l'océan. Deuxièmement, l'arbre protège les sols. Et troisièmement, l'arbre, poumon de la planète. Donc ici, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est la période de l'harmattan. Alors la Terre tourne sur un certain axe. Quand l'hiver commence à arriver en Europe, les masses d'air froide vont commencer à pousser les masses d'air chaude qui sont au-dessus du Sahara. Ça, c'est en période d'harmattan. Période d'harmattan. Et donc les vents vont commencer à se structurer. Et c'est ce vent sableux que l'on voit qui nous vient du nord et qui va progressivement sur la Côte d'Ivoire et sur l'océan. Et c'est la période d'harmattan dans laquelle nous sommes en ce moment. Puis, vous avez une saison sèche qui va s'installer. On n'aura plus ce vent sableux sur la Côte d'Ivoire. On n'aura plus non plus de pluies qui vont arriver de la part de l'océan sur le territoire. Et c'est la pleine saison sèche qui est en pleine installation sur le territoire ivoirien. Et ceci va naturellement depuis les pays sahéliens jusqu'à la Côte d'Ivoire. Mais progressivement, la Terre va revenir sur son axe et la puissance du froid que vous avez au pôle sud va commencer à perdre de son influence sur le continent africain. Et là, maintenant, vous avez l'humidité qui vient de l'océan, qui va commencer à s'élever progressivement et qui va alimenter les nuages. Et vous voyez que maintenant, le vent, que nous avons matérialisé en bleu, ne vient plus de la Terre, il vient de l'océan et le vent est en train de pousser les nuages progressivement sur le continent. Et c'est uniquement la bande du littoral au tout début qui va commencer à être irriguée par la pluie. Ensuite, vous avez cette humidité qui continue à alimenter les nuages se déplacent, ils arrivent au-dessus de la forêt et quand ils vont dépasser la forêt, la pluie va tomber et vous vous rendez compte que la végétation maintenant va commencer elle aussi à pousser. Donc vous avez 2 phénomènes qui vont se mettre en place. Subitement, l'humidité viendra de l'océan, mais vous voyez aussi ce petit fil rouge que nous avons fait au-dessus de la forêt. La forêt elle-même va restituer l'humidité, la pluie qu'elle a reçue. Elle va commencer à alimenter les nuages. Les nuages maintenant vont se structurer au-dessus de la forêt et ils vont arriver à avancer de plus en plus proche par rapport au désert. Donc c'est cette longue route que font les nuages depuis l'océan jusqu'au désert. Et au milieu de tout ça, vous avez la forêt qui va nourrir les nuages et qui va accompagner les nuages jusqu'au désert. C'est pour ça qu'on dit que la forêt, l'arbre, c'est l'autoroute de la pluie. Et la deuxième chose que nous avons voulu vous montrer, c'est le rôle de l'arbre comme protecteur des sols. Il protège les sols, mais vous allez voir aussi qu'il remplit les nappes d'eau phréatiques. La première animation qu'on vous montrait, c'est donc que lorsque vous avez le vent, simplement, vous avez une terre qui est nue, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien, le vent va souffler et vous avez cette petite couche de matière organique que nous avons sur les sols qui permet de faire de l'agriculture qui va disparaître. Les sols vont devenir nus et vous vous rendez compte que si vous avez des arbres, si vous avez une végétation, le vent a beau souffler, la terre va rester en place. Cette petite couche noire de matière organique que vous avez qui nourrit nos plantations va rester positionnée sur la terre. Ça, c'est lorsque vous avez simplement les vents qui soufflent. Mais il est aussi intéressant de se rendre compte du rôle des arbres dans la protection des sols. Lorsque vous avez des pluies, si vous avez de fortes pluies et que vous n'avez rien pour protéger vos sols, il pleut, la matière organique, la couche superficielle de la terre va commencer à disparaître, alors que naturellement, si vous avez des arbres, si vous avez un couvert végétal, la pluie va continuer à tomber sur la terre, mais la terre est protégée par les végétaux, l'eau ne va pas disparaître et progressivement, ça va remplir les nappes d'eau phréatiques du territoire. Donc là, vous avez vraiment 2 rôles importants de l'arbre qui ont été démontrés. Le troisième, c'est le poumon de la planète. Et nous avons la forêt du Banco à Abidjan qui nous aide à respirer. C'est très simple. En fait, les arbres... C'est notre Amazonie. C'est notre Amazonie à nous. Les arbres se nourrissent de gaz carbonique. Donc, vous avez des gaz carboniques et d'autres gaz qui sont à l'extérieur. Et en fait, l'arbre va absorber le gaz carbonique. Donc, et vous vous rendez compte qu'en l'absorbant, ces petites boules rouges qui sont le gaz carbonique vont rester à l'intérieur de l'arbre. Et ce que va faire l'arbre, c'est qu'il va restituer maintenant l'oxygène. Il absorbe la pollution atmosphérique, il la concentre dans son tronc, c'est ce qui lui permet de grossir, et après il restitue cet oxygène dont nous avons besoin pour respirer. Voici donc 3 bonnes raisons pour ne pas détruire nos forêts.
Et maintenant, la grande question, c'est qu'en fait-on en Côte d'Ivoire pour protéger nos forêts? Absolument. Voilà. Alors, si on regarde, vous avez un travail qui a été fait avec des images satellites qui ont été faites par le RED+. Donc le RED+, c'est un secrétariat de l'État qui a été mis en œuvre pour reconstituer un petit peu les forêts sur le domaine rural de la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde ces photos satellites, on se rend compte que la déforestation en Côte d'Ivoire est véritablement beaucoup trop importante, à tel point qu'il y a eu une influence sur le climat ivoirien et sur le climat sous-régional. De 16 millions au début de l'indépendance, nous sommes pratiquement à moins de 3 millions. À moins de 3 millions, moins de 3 exactement. C'est vraiment grave. C'est énorme, et donc ça a une influence sur le régime des pluies en Côte d'Ivoire, mais même sur le régime des pluies au Burkina Faso, au Niger, etc. Donc, et comme la planète, comme la meilleure des technologies pour lutter contre le changement climatique, c'est l'arbre, puisque c'est lui qui va stocker ces fameux gaz polluants qui nous embêtent et dont on parle très souvent. Donc c'est l'importance de ça. Alors, vous avez deux stratégies qui sont mises en place. Une stratégie dans les forêts classées. Les forêts classées en Côte d'Ivoire sont gérées par la SODEFOR, qui est la société d'État pour la gestion de nos forêts. Donc la SODEFOR est en train de mettre en place toute une stratégie aujourd'hui de reboisement des forêts. Et vous avez une démarche qui va commencer, aujourd'hui même un des premiers dialogues va avoir lieu avec les opérateurs café-cacao, justement pour qu'on puisse faire du reboisement en forêt classée. Ça, c'est ce qui va permettre à la SODEFOR, qui gère pratiquement 6% du territoire ivoirien, de parvenir maintenant à augmenter la population des arbres dans les forêts classées. Et de l'autre côté, maintenant, vous avez le travail qui est fait par le RED+, un travail qui a commencé depuis de nombreuses années. Et la RED+, est en ce moment en train de travailler sur une stratégie nationale qui doit permettre justement d'apporter des rémunérations aux planteurs pour ce qu'on appelle des services environnementaux. Vous avez vu les services environnementaux que vous rendent les arbres. Ce sont des services qui sont invisibles. Ils ont une valeur économique pour le territoire. Donc, vous avez cette démarche qui est mise en place aujourd'hui pour que justement les paysans puissent planter des arbres et avoir des revenus qui seront associés. Des arbres qui ne seront pas coupés. Il faut le préciser. Sinon ce bénéfice-là va disparaître. Maintenant, on peut aussi se retourner du côté du secteur privé, puisqu'on a quand même besoin de la ressource en bois pour être capable de faire des meubles, pour faire des portes, etc. Donc les opérateurs du secteur privé, eux, ils ont l'obligation d'identifier les arbres, de les marquer avant de faire les découpes, et ces arbres sont tracés, il y a une traçabilité qui se met en place, et vous avez deux grandes démarches qui se mettent en place à l'heure actuelle. La première, c'est ce qu'on appelle le FLEGT, c'est une démarche de l'Union européenne qui dit « Moi, je n'apporterai aucun arbre en Union européenne si cet arbre-là n'a pas été identifié depuis sa zone de plantation jusqu'à l'arrivée sur le territoire. » Et ça, si vous n'avez pas ça, il sera impossible d'exporter du bois sur l'Union européenne. Ça, c'est une coopération qui se met en place entre l'Union européenne, la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. C'est long, c'est très long, comme tout processus politique, ça ne va pas à la vitesse dont nous avons besoin par rapport aux urgences environnementales. Et donc, le secteur privé a créé une autre certification qui s'appelle OLB, Origine, Légalité du bois. Un peu comme vous avez du cacao bio, vous avez du cacao rainforest, là aussi maintenant, nos arbres vont être certifiés comme étant propres. Ce qu'on demande, c'est très simple, c'est on veut savoir d'où vient le bois, quelle est son origine. Il vient effectivement d'une zone qui est une zone où on a le droit de faire sa découpe. Ce bois est légal, et puisqu'il est légal, vous allez pouvoir le vendre maintenant avec un petit premium sur le marché international. Ce sont donc les principaux mécanismes que nous avons aujourd'hui pour protéger cet actif très important pour la stabilité environnementale de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Et en ville, par exemple, en zone urbaine, qu'est-ce qui est fait? Parce qu'on sait que les arbres au niveau des villes, c'est la respiration d'une ville. J'imagine comme Abidjan, les communes très polluées, l'arbre devrait normalement jouer un rôle très important. Est-ce que les élus, tant locaux, généraux, arrivent à intégrer cela dans leur système ou bien? Il y a eu un gros travail de sensibilisation qui a été fait auprès de l'UVIC aussi, qui est donc l'association des villes de Côte d'Ivoire, auprès de l'ARDCI, qui est l'association des régions et districts de Côte d'Ivoire sur l'importance de la forêt. Mais je pense que malheureusement, le résultat, vous l'avez sous les yeux. Nous avons cette magnifique forêt du Banco. Quand vous entrez dans la forêt du Banco, qui est une forêt primaire, qui est somptueuse, il faut le dire, et vous allez trouver un petit panneau avec une citation du président Félix Houphouët-Boigny qui disait « La nature est trop importante, l'homme peut peut-être envoyer des engins spatiaux sur la Lune, mais il n'est pas capable de fabriquer le chant d'un colibri, il n'est pas capable de fabriquer un arbre sans aucune ressource. Préservons la Côte d'Ivoire de détruire nos actifs environnementaux. » Ça, c'est la forêt du Banco. Mais comme vous le dites, il faut aussi voir maintenant ce qu'il nous reste comme arbres. Et malheureusement, à cause de l'urbanisation, on a une trop forte tendance à aller abattre les arbres. Vous avez encore de vieux arbres à Trècheville, il nous en reste encore quelques-uns à Cocody. Et pourtant, c'est d'une grande simplicité. Quand vous êtes en train de marcher, que le soleil commence à vous taper dessus, où est-ce qu'on aime être? À l'ombre de nos arbres. Et quand vous voyez des villes comme Nairobi, des villes comme Gaborone, où la ville a été construite en respectant l'environnement, on sent que la priorité est vraiment à la nature dans la construction. Mais même à Accra,
Quand vous allez à Accra, vous arrivez à Accra, vous avez cette grande allée arborée qui vous permet de rentrer sur les villes. C'est une ville qui est une ville protégée. Mais alors, je vais encore dire, moi j'habite Grand Bassam. Quand on était petit, on partait à Grand Bassam, on avait ces kilomètres de palmeraies où on voyait des cocotiers sur toute la route. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bâtis qui sont en train de pousser, on est en train de nous raser tous nos cocotiers. La route de Bassam devient comme la route de Bingerville. On n'a pas su apprendre de l'autoroute de Bingerville où on a tout déforesté sur le côté. Maintenant, vous avez de moins en moins d'arbres sur la route de Bassam. De l'occasion, une fois de plus, de faire ce plaidoyer. L'urbanisation est importante, la population augmente, mais vous voudriez avoir une maison avec simplement un toit en tôle, le soleil qui frappe par-dessus, une chaleur épouvantable, ou quelques arbres qui sont ombragés autour de votre maison. Donc le rôle de nos municipalités, le rôle de nos urbanisateurs, si le mot est correct, c'est justement de faire en sorte que nous ayons les habitats nécessaires pour la population, mais que nous ayons aussi ces arbres pour respirer et protéger nos habitats. Merci Cédric Lombardo. Merci à vous. Attends, c'était la chronique écologie. Donc on parlait des arbres et protection de l'environnement. On a compris combien de fois c'est important de préserver notre environnement en reboisant, en laissant nos arbres pousser tranquillement. Et voilà quoi, pour préserver l'espèce humaine et pour être en bonne santé. On continue avec un autre pan de notre matinale. C'est nos grands-pères, nos papis et nos mamies. On sait qu'ils jouent un rôle très important. Nos seniors. Ils jouent un rôle très important dans l'éducation des enfants. Ils aimeraient vraiment s'impliquer. C'est tout un bonheur de savoir que nos enfants ont des enfants. Ils sont attentionnés, mais jusqu'où s'arrête leur rôle dans l'éducation de leurs petits-enfants. On en parlera avec notre psychologue maison. Mais avant, cet élément pour mettre en avant notre thématique du jour. Les grands-parents sont les parents du père ou de la mère. Grands-parents et enfants tissent alors des relations douces. Moins stressés que les parents, ils assurent un rôle particulier. Ils font office d'autorité sans imposer de contraintes. Ce qui fait que ces moments partagés entre grands-parents et petits-enfants sont souvent privilégiés. Qui d'autre que papy accepte par exemple de montrer 5 fois de suite à Junior comment faire ses lacets et mamie, elle ne se fâche jamais quand son bébé salit ses vêtements en jouant. Un amour unique fait de bienveillance et de recul. J'ai été élevée par ma mère et ensuite mon grand-père a pris le reste. Et avec le vieux, vraiment je faisais tout avec le vieux. Je peux même appeler ça, je ne sais pas comment appeler ça, secrétaire, son pied, mon pied. Mais le vieux me gâtait tellement que de telle sorte, si moi-même je n'ai pas été vigilante, peut-être j'allais être feignante. J'ai été élevée par mes grands-parents. Mon père m'a confié à ma grand-mère. Tout ce que je demandais, elle me donnait. Tout ce que je demandais, elle me donnait. Ce qu'elle me dit, je fais aussi. Avec les grands-parents, c'était une éducation un peu radicale. Voilà, ils veillaient à tout. Mais le problème, c'est qu'on était agités, ils ne pouvaient pas nous contrôler entièrement. On peut dire que ça a apporté, c'était bénéfique du moment où on a réussi à vraiment connaître beaucoup notre culture. Voilà, mais ce qui n'a pas été, c'est que on a eu beaucoup besoin d'affection parentale. Prendre le temps de savourer les petits instants de bonheur, voilà le magnifique cadeau que les grands-parents offrent à leurs petits-enfants. Une bouffée d'oxygène diversement appréciée par les papis et mamies. Laisser un enfant à la charge de la grand-mère, elle va éduquer l'enfant jusqu'à même gâter l'enfant. L'enfant veut tout, donc vraiment je n'approuve pas. Je n'aime pas trop ça. J'aurais souhaité élever mes petits-enfants, mais là, les parents sont venus les chercher. En fait, quand j'avais la charge des petits-enfants, on me reprochait d'être très gentille, d'être trop généreuse avec eux. Mais en fait, je le faisais parce que je souhaiterais que les enfants-là sachent au courant de leur vie qu'ils ont eu quelqu'un dans leur vie. Le grand-parent a un droit de regard sur ses petits-enfants. Et c'est dommage qu'il y ait des grands-parents qui ne puissent pas avoir un droit de regard sur leurs petits-enfants. Si le père ne peut, je dirais, éduquer convenablement son fils, le grand-parent peut venir en aide pour le bien de la famille.
Pour se construire, les enfants ont besoin de connaître leurs racines. C'est là qu'interviennent les grands-parents, ces gardiens de mémoire. Un rôle éducatif et affectif, ce qui fait que les papis et mamies ont le beau rôle. Mais quand ils se substituent aux parents en imposant ce qui leur semble bon, naissent alors les conflits entre les deux générations. Voilà, le postulat est ainsi posé, donc le rôle des grands-parents dans l'éducation des enfants. Madame Bernadette Assou-Nguessan ne manque pas à l'appel, elle est toujours là, avec dans sa besace des suggestions, des pistes, des solutions. Ce qui est sûr, on va en parler. Bonjour Madame Bernadette Assou-Nguessan, comment vous allez? Ça va. Alors, Bonjour, première question. Bonjour. C'est quoi un grand-père, c'est quoi une grand-mère en temps normal? Je sais que c'est les papas de les parents de nos parents, mais le rôle premier qui leur est dévolu est lequel dans la société africaine en particulier et généralement? De façon générale, le grand-père ou la grand-mère, c'est celui qui n'est pas mon père, mais qui peut être le père. Et la mère qui n'est pas ma mère, mais qui pourrait être ma mère, qui a beaucoup plus d'expérience, celle vers qui on va quand on a besoin, quand la communication ne passe pas avec maman ou avec papa, ou celui vers qui on va quand ça ne passe pas avec papa. C'est le père sans en avoir les attributs de père. En fait, les grands-parents, c'est cela. Ils sont grands-parents. Donc, ils ont le rôle de parents sans en avoir l'obligation et la contrainte d'avoir des résultats. Le grand-père n'est pas responsable de ce que l'enfant doit faire ci, doit faire ça, doit faire ci. Non, cette responsabilité incombe aux parents qui ont le rôle premier d'éducateur. Le grand-parent vient en appoint parce que c'est une personne expérimentée, c'est une personne d'expérience certaine, parce qu'elle a traversé les générations, au moins 2, sinon 3, par rapport à sa propre vie à elle-même. Donc c'est une ressource. Les grands-parents, ce sont donc les ressources pour la famille. Les grands-parents, ce sont donc les ressources pour la famille, vous venez de le dire, mais de plus en plus, on se rend compte que les grands-parents d'avant, il y a une très grande différence entre les grands-parents d'avant et de maintenant. Avant, le grand-père, c'est plus le monsieur, le sexagénaire, avec la barbe blanche et tout ça. De plus en plus, les grands-parents sont très jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un changement voilà, au niveau de l'éducation, de l'encadrement du petit enfant? Sûrement qu'il y a du changement, ne serait-ce que par rapport à l'aspect physique que vous avez décrite, et aussi tout l'aspect social. Les grands-parents, nos grands-parents à nous, et peut-être même des générations avant nous, c'était véritablement ce que vous avez décrit, les cheveux blancs qui faisaient office de respect et de sagesse. Mais aujourd'hui, les grands-parents sont plus jeunes et travaillent encore aussi. Ah, oui. Donc, et ce n'est plus le même environnement. Ce ne sont plus les mêmes responsabilités, ce ne sont plus les mêmes règles de jeu. Le grand-parent aujourd'hui a un téléphone iPad, ce que n'avait pas le grand-père il y a quelques années. Et l'éducation des enfants va très vite aujourd'hui. Nous sommes tous dans des TGV, ça va très, 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 très vite. Et tout le monde n'a pas le temps ou les moyens de suivre cette rapidité. Avant, on allait en vacances chez papa, chez papy et mamie. Voilà. Ça disparaît de plus en plus aujourd'hui. Ah non, c'est pratiquement... Ça, c'est devenu très rare de voir d'abord des grands-parents qui sont disponibles et puis des grands-parents qui peuvent encore recevoir ou les parents acceptent encore que les enfants aillent voir les parents en se disant il n'y a rien à apprendre là-bas. On va donc plutôt organiser des voyages de famille ou des voyages, des excursions pour les enfants, des camps de vacances, des colonies de vacances, un certain nombre d'activités qu'on n'avait pas avant. La société traditionnelle était très simple et chacun avait un rôle bien défini. Les mamies et les papis, ou les pépés et les mémés, donc un enfant pouvait se retrouver avec 2 générations de grands-parents, c'est-à-dire on a le grand-parent immédiat et les parents du grand-père, et parfois même le grand-père du grand-père. Donc, on pouvait avoir plusieurs générations. Et donc, toutes ces personnes-là étaient à disposition. C'était les premières, c'était constitué la première institution d'assistants maternels pour les enfants qu'on avait dans la famille. Et donc, c'était un rôle tout à fait dévolu, un rôle tout à fait compris. Chacun savait que dès que j'ai mes enfants, d'abord, c'est la maman qui vient s'en occuper, qui vient aider la mère dès qu'elle accouche.
Et donc, la grand-mère est déjà impliquée dans tout le processus d'éducation de l'enfant qui vient d'arriver. Et naturellement, quand la maman doit reprendre le travail champêtre ou même commencer à reprendre le service, eh bien, naturellement, la première assistante maternelle qui est là, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui est là ou la grand-tante qui est là et qui assure donc naturellement ce rôle-là. Mais aujourd'hui, tout le système est complètement transformé. On a des assistantes maternelles qu'on va chercher où on peut les trouver et qui sont là, qui ont office donc de remplacer les grands-mères et qui ont un rôle bien spécifique. Malheureusement, on leur confie trop souvent maintenant à ces assistantes maternelles l'éducation des enfants. Elles ne connaissent pas les histoires de la famille, elles ne savent pas, elles ne connaissent pas la généalogie, elles ne connaissent pas véritablement la famille dans laquelle elles travaillent. C'est quand même une chance que quelques personnes peuvent avoir des assistantes maternelles qui savent toutes ces choses-là, mais ce pan d'éducation qui concerne véritablement la famille, l'origine de la famille, les générations qui ont succédé, d'où on vient, quels sont les totems, les tabous, quels sont les us et coutumes, même la langue maternelle que nous parlons, eh bien, toutes ces choses disparaissent parce que c'était des choses qui étaient dévolues aux grands-parents et qui pouvaient donc transmettre cela à nos enfants. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que il n'y a rien là-bas. Les parents peuvent se dire parfois pourquoi ils vont aller en vacances chez papy, mamie, il n'y a rien là-bas. D'où vient qu'on en arrive à cette déduction-là, il n'y a rien là-bas? Est-ce qu'il y a une sorte de désacralisation des seniors? Ce n'est pas la désacralisation des seniors, mais c'est tout le système éducatif, toute la vie maintenant moderne, entre guillemets, que nous pensons mener, en se disant que tout ce qui est de la génération d'avant nous est sans importance. Il faut courir donc à l'iPad. Je me souviens quand nous faisions l'émission sur les cadeaux, vous aviez énoncé là, comme ça, que cette année, il y aura une nouvelle mode de jouets qui vont venir et tous les parents vont s'y mettre. C'est le même processus. Nous sommes envahis par un certain nombre de modes de vie et nous pensons que ce qui vient de nos parents n'est plus suffisamment bien ou n'est plus suffisamment utile pour que nos enfants perdent le temps. C'est l'expression « perdre le temps » pour aller auprès de mamie, alors que si on clique tout de suite sur, sans aucune publicité Google ou toutes ces choses qui nous sont offertes, on peut avoir les informations. Mais malheureusement, ce sont des informations qui sont parfois erronées. On y va parce que nous allons en TGV, comme nous disions tantôt, nous allons en TGV, nous y allons rapidement, et puis se rendre compte après qu'on est parti trop vite et qu'il y a beaucoup de choses que nous avons ratées. Il est important que nous puissions retourner aux vraies valeurs et aux dépositaires des valeurs. Fondamentaux. Voilà. Les fondamentaux, qui est dépositaire? Ce sont ceux qui ont vécu avant nous, qui ont acquis une expérience, qui ont eu le temps de faire des erreurs aussi et de corriger ces erreurs-là. L'avantage de l'implication du grand-parent dans l'éducation de l'enfant, c'est qu'il a le temps de corriger s'il a eu des erreurs dans l'éducation de ses enfants, de pouvoir dire, attention, j'ai eu cette erreur avec mes enfants, donc il faut plutôt aller dans ce sens-là, parce que le vécu est bon conseil. Et on a la chance d'avoir des grands-parents qui sont là, qui sont très, très impliqués dans la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Mais jusqu'où doit s'arrêter leur implication? Est-ce que le grand-père doit s'impliquer dans l'éducation de l'enfant? Oui, l'implication est implicite. Hein? Elle est implicite que le grand-parent, s'il est là, il va forcément s'impliquer. Et il y a ce jeu merveilleux entre grands-parents et petits-enfants. Cet amour inconditionnel, cet amour sans filtre. Voilà, c'est spontané, c'est merveilleux. Et il serait préjudiciable pour l'éducation des enfants de les priver d'un si grand amour. Parce qu'auprès de ces grands-parents, il y a de la richesse. La richesse dans les gestes, la richesse dans ce qu'ils apportent. Parce qu'ils ont vécu les histoires, les contes. Qui raconte des contes à nos enfants aujourd'hui? Personne. Les parents viennent du travail, ils sont trop épuisés, trop fatigués, il faut aller à l'essentiel. Et puis, on regarde si le répétiteur est passé. On délègue, on a tellement délégué que finalement, il n'y a plus rien que les parents
peuvent faire parce que les contingences de la ville imposent cela. Mais si par bonheur, il y a des grands-parents qui sont encore là, il faut pouvoir leur permettre de jouer le rôle de transmettre des choses des générations précédentes. Alors, là aussi, il faut pouvoir raison garder dans toute chose. Ce n'est pas parce que je suis censée être dépositaire des choses anciennes, d'un bagage, d'un vécu, d'une expérience que ce que mes enfants font ou ce que les enfants que j'ai devant moi, c'est-à-dire mon fils ou ma fille et son partenaire de vie, donc les parents de mon petit-fils, ne savent pas grand-chose. Loin de nous de dire que le grand-père sait tout, les grands-parents savent tout. Dans toute génération, il y a eu des crétins. Donc, il faut tenir compte de ça, que c'est vrai que l'expérience de vie donne à instruction, mais il ne faut pas dire que parce que je suis grand-parent, je sais tout mieux que les parents. Parce que nous aussi, nous avons été parents. Si nos grands-parents avaient agi de la même manière avec nous, est-ce que nous aurions été à l'aise avec nos enfants? Donc, il faut pouvoir savoir transmettre. Et si vous sentez qu'il y a des choses que vous deviez forcément transmettre, il faut le communiquer à vos enfants. Il faut le communiquer aux enfants qui sont là et à eux de le transmettre aux enfants qu'ils ont à charge d'éduquer, parce qu'ils sont les premiers responsables, les parents. Il y a une peur, hein, faut le dire, il y a une peur qui s'installe. On a une certaine peur des grands-parents, on les voit en personnes parfois occultes, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'on a des fois certains parents qui ne veulent pas du tout que leurs enfants puissent aller donc au village. C'est triste. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de désacralisation, parce que en Afrique, de façon naturelle, un vieillard, vous savez, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Vous avez parlé des contes qui ne sont plus là. Est-ce que d'où vient qu'on est rentré dans cette peur où les enfants sont coupés, totalement coupés des grands-parents? Bon, dans certaines familles, cela existe et c'est dommage, où maintenant, signe de cheveux blancs ou signe de vieillesse ou de longévité, rime avec sorcellerie et avec toutes ces pratiques. Et donc, quand on n'est pas suffisamment spirituellement formé, spirituellement mature et les conseils spirituels qu'il faut, on a tendance à penser qu'une personne d'un certain âge et qui est dans le village, qui est vieux et qui ne s'en va pas, est forcément la source de tous les malheurs de la famille. Mais ça, ce sont des a priori et qui ne sont pas toujours démontrés. Et d'ailleurs, même pas démontrés. Pour pouvoir accuser quelqu'un de sorcellerie, il faut quand même beaucoup de choses. Cette peur, donc, c'est la peur de l'inconnu. Parce que quelle est la relation que ces parents même ont eue avec leurs parents à eux, qui sont les grands-parents? Si c'était des relations conflictuelles ou des parents qui ont été absents ou des parents qui ont été négligents ou des parents qui ont été tellement autoritaires ou tellement possessifs, avec tous les types de personnalités de parents que nous avons plus ou moins évoqués ici, c'est naturellement par projection, l'enfant se dit, le parent se dit, je ne vais pas faire vivre ça à mes enfants. Donc, vaut mieux éloigner mes enfants de ce père tyrannique ou de cette mère possessive. Et donc, voilà un peu des pistes qui font que ces choses arrivent malheureusement. Ce sont des choses malheureuses, mais il faut pouvoir donner la place aux grands-parents de pouvoir transmettre aux enfants. Et ça équilibre. Les parents sont là, constituent la censure, l'autorité parentale. On ne fait pas ci, on ne fait pas cela. Mais avec les grands-parents, il y a du relâchement, il y a de la confiance et l'enfant se confie beaucoup plus facilement, plus aisément à ses grands-parents où il peut obtenir un certain nombre de choses, mais dans la plus grande simplicité d'amour et d'affection, dans la plus grande tendresse. Et donc, ce sont des choses qu'il faut pouvoir valoriser. Maintenant, tout le monde n'a pas les grands-parents. Si on n'a pas les grands-parents, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes, des grands-parents de substitution. Donc, le doyen du quartier, la doyenne du quartier, un certain nombre de personnes qui peuvent faire office de grands-parents. Il faut pouvoir leur donner ce rôle-là. Mais attention aussi, quand on dit grands-parents, cela ne veut pas dire que je dois prendre tout le pouvoir et dire que les parents qui ont la responsabilité réelle des enfants ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Justement, docteur, c'est pour ça qu'on parle de droit de regard et droit d'ingérence. Tout à fait. Il y a le regard. Oui. Et non pas l'ingérence. L'ingérence, ça veut dire que vous allez créer le conflit, nécessairement. Dès qu'il y a ingérence, qui est un terme de non-droit,
vous allez créer le conflit. Et quel gain avez-vous à vouloir créer un conflit avec une personne que vous pensiez aimer? Vous avez aimé vos enfants d'abord, et ensuite vous déportez cet amour sur les petits-enfants qui viennent. Alors, quel est l'avantage de créer un conflit? Bien au contraire, si vous sentez que cela va créer le heurt, autant prendre du recul. Et ce que vous avez à partager, ce que vous avez à donner, donnez-le aux enfants, ou trouvez des personnes intermédiaires, ou trouvez des mécanismes pour le faire. Et donc, d'accord, vous avez parlé de conflit. Oui. Il y a un autre conflit qu'on ne sait pas forcément comment gérer. Parce que l'enfant, c'est vrai qu'il a des grands-parents, mais il y a des parents qui ont leurs parents. Donc il y a deux papis, deux mamies qui veulent toujours, chacun veut s'accaparer l'enfant. Comment gérer ça? Mais en fait, généralement les grands-parents s'entendent parce que c'est un bijou qui vient dans la famille qui doit être partagé à 4, non pas à 2. L'enfant, il est pour 2. Mais le petit enfant qui vient, il est au minimum pour 4 personnes. Quand, il y a quelques années en arrière, la Chine avait fait l'abolition, avait nommé la loi pour un enfant par famille et tout cela, à un moment donné, ils se sont retrouvés un enfant pour 8 grands-parents. Quand même. Oui. Donc, très vite, cet enfant a été débordé et il y a eu des conséquences de ce que chacun a voulu gâter cet enfant-là. Et on a trouvé, il y a une génération d'enfants complètement très gros, enfin, avec un certain nombre de choses. Pour dire qu'il faut savoir raison garder dans toute chose. Le petit enfant qui vient, c'est un enfant d'abord pour ses 2 parents. Ils sont déjà 2. Donc, si vous deviez vous y ajouter, cela va faire très vite 6. Et ne comptons pas si les parents ont eu peut-être dans une famille polygame. Donc, très vite, ça va exponentiel. Donc, il faut faire très attention. Si on a la chance d'avoir des petits-enfants, il faut savoir que ce petit enfant-là est autant l'enfant de ma fille, donc qui a père et mère, autant l'enfant de mon gendre, qui a père et mère aussi. Et donc, le petit enfant n'est pas juste pour l'enfant, pour les parents de la maman, mais aussi pour les parents du papa. Car si le père n'est pas là, qui est l'ossature, la colonne vertébrale, si vous empêchez cet enfant-là d'aller du côté paternel ou pour des raisons du côté maternel, vous créez forcément un handicap. Donc, vous êtes des grands-parents, oui, mais vous êtes déjà 4 sur le bébé qui vient de naître et de savoir partager 4 plus les 2 parents d'abord. Donc, très vite, il faut savoir prendre sa part et laisser la part aux autres sans gourmandise. Alors, un cas concret, par exemple, d'un enfant qui ne travaille pas bien à l'école ou bien qui est un peu étourdi, distrait donc, dans son éducation scolaire, et le parent direct, le père ou la mère, essaie de discuter, et puis à un moment, le grand-père remarque ça, il intervient comment? Comment le processus intervient? Est-ce qu'il demande la permission à son fils ou à sa fille? Ou est-ce qu'il va directement, quand on connaît aussi nos réalités africaines? La réalité africaine, c'est tout de suite. Je fais ce que j'ai à faire. Mais il faut ne pas frustrer les parents et ne pas saper leur autorité parentale. C'est leur droit. Le droit parental, de la même façon que eux, en tant que grands-pères, ont eu le droit parental sur leurs enfants, doivent avoir le devoir de respecter le droit parental des enfants, des nouveaux parents qui sont là. Si on constate, si ce n'est pas véritablement peut-être un acte qui va peut-être mettre immédiatement la vie de l'enfant en danger, donc pour lequel c'est un acte pour sauver l'enfant peut-être d'une chute ou peut-être d'une bastonnade, un coup qui va être peut-être très mal dirigé, vaut mieux appeler les parents et leur donner les consignes. Vaut mieux. Si vous sapez l'autorité du père ou de la mère devant les enfants, cet enfant-là sera complètement déséquilibré. D'où viendra son autorité? Est-ce qu'il va passer outre ses parents pour se référer aux grands-parents? Donc, vous allez créer, dans la construction de sa personnalité, une instabilité. Quelle est la référence première de l'autorité dans ma famille ou dans mon environnement? Si cette autorité n'est pas clairement identifiée comme étant les parents ou les substituts de parents immédiats et que ça remonte aux grands-parents,
ce n'est pas intéressant pour la personnalité de cet enfant-là. Vous allez l'handicaper très sérieusement. Et à la limite, en fin de parcours, cela peut se retourner contre vous. Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes que mon grand-père. Papy, je ne veux pas, tu es trop vieux. Ça aussi, ça peut arriver. Wow. À vouloir prendre la place toujours du père, l'enfant peut rentrer en rébellion parce qu'à un moment donné, ne sachant pas s'arrêter, on va vouloir jouer le rôle de statut autorité, parent autorité, et avec l'autorité, si l'enfant se rebelle, quel est le recours qu'il a si vous avez voulu donc prendre la place des parents. Il faut donc, en vouloir intervenir, savoir quelles sont les stratégies. Si vous avez quelque chose à partager, partagez-le avec vos enfants. Si ce n'est pas de l'affection que vous devez donner spontanément, si ce n'est pas pour jouer, si ce n'est pas pour ne pas que le conflit éclate, jouer les médiateurs, ce n'est pas la peine d'intervenir brutalement et insidieusement et à tout moment, parce que cela est préjudiciable pour l'équilibre psychologique et affectif de l'enfant. Est-ce que ce n'est pas déplacé pour un grand-père ou pour une grand-mère de dire à son enfant, bon, ben même si c'est à huis clos, pas devant le petit enfant, voilà comment est-ce que tu devrais éduquer ton enfant? Le grand-parent a déjà eu le rôle éducateur auprès de son enfant. Donc, naturellement, ce sont des choses qui devaient passer plus facilement, selon le type de relation qui avait existé entre eux dans l'éducation de son enfant à lui. Donc, ce sont des mécanismes. Hein. Nous pensons que nous pouvons... Il y a toutes sortes de possibilités. Il y a toutes sortes de possibilités. Si vous avez eu une relation agréable avec votre enfant, ça sera tout aussi aisé que vous puissiez encore passer quelques consignes à l'enfant par rapport au rôle premier. Et comme nous disons tantôt, il y a certainement, aucun parent n'a été parfait. Comme je le disais, de chaque génération, il y a eu des crétins. Donc, si j'ai été un parent crétin, donc ça veut dire que j'ai eu beaucoup d'insuffisances dans l'éducation de mon enfant. La personne a grandi, je me rends compte que j'ai eu des erreurs dans le parcours de l'éducation de mon enfant. Je vais pouvoir lui dire, attention, j'ai fait des erreurs dans ton éducation, ne commets pas la même erreur que moi, parce que le résultat est là, que ça a été préjudiciable pour toi. Ne reproduis pas ce que j'ai malheureusement reproduit. Si j'avais eu peut-être de l'aide, si j'avais eu peut-être la connaissance nécessaire, si j'avais été suffisamment entourée ou encadrée, si j'avais eu un certain nombre de choses, je n'aurais pas commis ces erreurs-là. Donc, ne les commets pas. Ça, cela peut se partager. Donc, ça ne devrait pas poser de problème en tant que tel. À vous entendre, certains, ou à nous entendre, hein, certains pourraient imaginer, par exemple, qu'on s'en va dans un schéma à l'occidental où les grands-parents sont, entre guillemets, parqués dans des endroits où, des centres d'asile, des maisons d'asile, tout ça. On a l'impression que, bon... Voilà, oui, là-bas, on leur demande, on les consulte rarement, ils se sentent beaucoup seuls. Alors ici, la tradition africaine, où on a cette chaleur africaine-là, est-ce qu'un jour on ne va pas perdre, on ne va pas retrouver un peu ce climat qu'il y a en France, là, dans les autres pays européens? Nous sommes malheureusement en train de partir vers cela. En Abidjan, vous devez déjà constater, autour de nous, on peut déjà voir ce schéma-là, où les grands-parents ont dit, bon, ils restent chez eux. Le week-end, quand il veut venir, c'est peut-être 1 heure. On commence à réglementer la visite de grand-père ou la visite chez grand-père et tout cela. Ce sont des choses qui nous arrivent fort malheureusement. Mais nous devons individuellement et de façon collective aussi prendre les mesures qui sont bonnes pour nous. Poursuivre, qu'est-ce que cela donne? Qu'est-ce que je veux pour mon enfant demain? Qu'est-ce que je veux pour ma nation demain? Parce que l'enfant que nous éduquons aujourd'hui, c'est celui-là qui sera le responsable de la nation demain. Donc, qu'est-ce que nous voulons pour les générations futures? Qu'est-ce que nous voulons pour leurs enfants et leurs petits-enfants à eux aussi? Quel schéma laissons-nous? Que voulons-nous véritablement? Sur quelles valeurs nous allons? Donc, ce sont autant de questions sur lesquelles nous devons s'entendre pour que notre société ne devienne pas la société déshumanisée que nous voyons pas très loin de nous et qui est très envahissante, qui vient vers nous véritablement. Il faut faire attention et relever la tête pour savoir quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants pour que la génération future soit plus équilibrée et que nous ayons des sociétés plus équilibrées et plus stables. Est-ce que le grand-parent qui tient encore financièrement la famille, qui s'occupe encore de ses enfants, disons de son enfant, de sa fille ou de son fils, est-ce qu'il a des limites en tant que grand-parent? Peut-être qu'il ne peut pas avoir de limites parce qu'il se dit que c'est moi qui éduque, c'est moi qui fais cela. Mais en tant que grand-parent, il devait pouvoir réviser sa position en se disant, et ce n'est pas une chose aisée ou à souhaiter que
le grand-parent soit encore là à éduquer, à encore être le financier potentiel pour son petit-enfant. Non, le petit-enfant, on le gâte à tout moment. Ça, c'est le devoir et le droit du grand-parent de donner à tout moment à son petit-enfant, à son petit-fils. Mais par rapport à son enfant, si vous n'avez pas réussi à ce que votre enfant puisse avoir un travail et puisse se prendre en charge et être responsable, et que parce que vous avez beaucoup de moyens, vous dites, vous pouvez encore assurer, quel service avez-vous rendu à la nation? C'est là toute la question. Non, mais si l'enfant est encore jeune, on va si dire une jeune maman ou un jeune papa qui est encore dès l'instant où vous êtes maman ou papa, la responsabilité de papa ou de maman s'arrête dès qu'on devient soi-même papa. Et donc, il faut prendre ses responsabilités. Absolument. Merci beaucoup à vous, Mme Bernadette Assou-Nguessan. Je rappelle le thème que nous évoquons aujourd'hui, le rôle des grands-parents dans l'éducation des enfants. Que je suis moi-même. Et vous êtes vous-même grand-mère. Félicitations. Et on salue vos ravissantes filles qui nous regardent, certainement, de quelque part. Allez. Alix Kokola, vous la retrouvez dans quelques instants avec son fameux carnet de rendez-vous. Elle va vous guider par rapport à tout ce qu'il faut regarder sur RTI1 et plus si affinité. Mais si c'est fini. C'est terminé, on se retrouve demain. On se retrouve demain. À demain.